Your mission is to proceed up the Nung River in a Navy patrol boat. Pick up Colonel Kurtz's path at New Mung Ba. Follow it, learn what you can along the way. When you find the colonel, infiltrate his team by whatever means available, and terminate the colonel's command. Terminate the colonel? Terminate with extreme prejudice. You're in the asshole of the world, Captain! Bienvenue au podcast Premier Visionnement. How you feeling, Jimmy? Like a mean motherfucker, sir! Aujourd'hui, on couvre le film Apocalypse Now. My orders say I'm not supposed to know where I'm taking this boat, so I don't. But one look at you and I know it's gonna be hot. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Hell, man, out here, we're all his children. Bonne écoute. And if I don't get back by 2200 hours, you'll call in the airstrike. Bienvenue au Cambodge. Aujourd'hui, on parle de C'est l'Apocalypse, sorti en 1979 et réalisé par Francis Ford Coppola, avec Martin Sheen, Larry ou Lawrence Fishburne, Albert Hall, Frederick Forrest, Sam Bottoms, Dennis Hopper, Robert Duvall et Marlon Brando. Je suis le commandant Mathieu et aujourd'hui je vous annonce que le podcast est classé confidentiel. Alors, bienvenue au podcast en cette année 2023. Aujourd'hui, ben c'est ça, on couvre un film qui avait été demandé là, par un donateur, je sais pas si c'est le mot qu'on utilise, là, mais quelqu'un qui a fait un don au podcast. Puis c'est ça, fait qu'aujourd'hui, ben c'est ça, c'est comme un peu un épisode spécial. C'est ça que je vais faire dans le fond les prochaines semaines. Là, ça va être pas mal là, des épisodes là, singuliers. Là, c'est pas des rétrospectives, là, ça va être juste dans le fond là, des demandes là, des gens là, qui ont fait des dons au podcast. Le film d'aujourd'hui, c'est l'Apocalypse. Je pense que c'est plus connu là, sous le nom là, de Apocalypse Now. Là. J'entends personne parler là, de C'est l'Apocalypse. Puis c'est ça, dans le fond, moi j'avais juste vu ce film-là juste une fois là, auparavant, que j'ai acheté le Blu-ray là, il y a à peu près une dizaine d'années, où j'avais commencé un peu là, sur une chire là, de vouloir écouter là, des films que j'ai manqués. Là. Il m'en reste encore beaucoup à écouter. Éventuellement, ben, je pense couvrir d'autres films là, dans ce genre-là au podcast. Mais c'est ça, il y a une dizaine d'années, je me suis tapé, là, je crois que c'est la version théâtrale que je me suis tapé il y a une dizaine d'années, là, après avoir écouté là, la version Redux comme première écoute là, pour commencer à prendre mes notes. Sans trop embarquer là, sur ce que je pense là, les versions, mais après avoir écouté la version Redux, je voulais commencer à vraiment prendre mes notes, mais j'ai sorti là, mon calepin et pris mes notes sur la version normale de 79 en me disant, bon, ben, tu sais, le classique, techniquement, c'est le film de 79 et je me dis, je vais le faire là-dessus. Sauf que je me suis rendu compte quand même là, que la version Redux avait quelque chose comme 49 minutes, puis ça paraît beaucoup, il y a beaucoup de scènes là, qui sont coupées. Fait que je me suis dit, bon, ben, tant qu'à être parti, je me suis tapé la version Final Cut pour, tu sais, dans le fond, avoir un peu pas mal toutes les idées là, sur la chose. Fait qu'aujourd'hui, ben, tu sais, je vais pouvoir vous parler quand même là, de les trois versions. C'est sûr que en bout de ligne, c'est pratiquement le deux grosses scènes qui sont rajoutées là, dans la version Redux. Puis, tu sais, il y a des petites affaires peut-être là, qui sont modifiées. C'est sûr que dans le fond, là, je suis juste à comme trois visionnements séparés de les trois coupeurs, puis bien sûr je me rappelle pas de grand chose de quand je l'ai écouté là, il y a une dizaine d'années, fait que on va oublier ça dans le fond là. Fait que tu sais, s'il y a des petites modifications dans le mix, c'est possible, tu sais, des petites affaires qui ont été rajoutées là, par-ci par-là là, que j'ai pas aperçu là, que je connais pas assez le film là, de bord en bord, mais avec les trois coupures, je me sens quand même assez à l'aise là, pour pouvoir bien parler du film, puis savoir un peu là, quelle coupure qui est meilleure là, à mon avis, puis pour des raisons là, que je vais citer là, pas mal à la fin du podcast. Le film est une adaptation lousse ou peut-être pas très très fidèle là, comme on pourrait dire là, dans le fond là, qu'on a adapté un livre là, qui s'appelle Hearts of Darkness qui est pas mal comme le même frame d'histoire. Le livre est disponible là, sur Audible
Unforgettable. J'aurais aimé ça l'écouter, mais par manque de temps, là, puis avec les 3 versions du film, là, c'est quand même assez beaucoup. Fait que je me suis plus concentré là, à pouvoir réussir à comprendre le film là, avec ces 3 versions, puis commentaires audio. Normalement, c'est sûr que j'embarque ces livres, mais en tout cas, je voyais pas nécessairement à 100% la nécessité, mais avec le commentaire audio, je pouvais saisir un peu là, l'idée avec le livre qui est similaire, là, qu'on avait transporté, là, dans le fond, l'histoire du livre, puis on l'a juste transporté là, au Vietnam. Là, dans le livre, c'était le Congo à la fin là, du 19e siècle. Puis c'est ça, dans le fond, on a tout transféré ça là, dans la guerre du Vietnam. Le livre, dans le fond, il a été adapté là, par John Milius. John Milius, que j'ai déjà parlé au podcast en couvrant là, les films là, de Conan le Barbare. C'est lui qui a réalisé le premier film là, de 1982. Lui, à l'époque, il avait écrit là, les 2 premiers films là, de Dirty Harry. Film que j'avais écouté comme par hasard à l'époque que j'ai écouté la première fois à Apocalypse Now. Peut-être un jour, j'aimerais bien les revisiter là, de cette franchise-là, là, ces 5 films-là, en tout cas, éventuellement. Mais c'est ça, il avait écrit ces 2 films-là, il avait réalisé quelques films, puis honnêtement, à part le film de Conan de 82 avec Arnold Schwarzenegger, je crois pas avoir vu quelque chose dans toute sa filmographie. Pas que je suis pas intéressé, c'est juste que ça n'a pas croisé mon chemin. Là. Il y a un film avec Sean Connery, là, le Lion dans le vent, ou quelque chose de même, qui pourrait peut-être m'intéresser en regardant là, les films, là, mais à part de ça, je suis pas vraiment intéressé là, par qu'est-ce qu'il a fait, mais il a quand même travaillé beaucoup par la suite, puis à ce que sache, il est encore vivant, puis je pense que même il voudrait peut-être travailler là, sur un futur Conan à quelque part, mais en tout cas, c'est toutes des fois des bidis, des fois des affaires là, qui passent un peu là, des rumeurs sur Internet. Mais tout ça pour dire que ce monsieur-là, ben, il a écrit le script adapté, le livre de Hearts of Darkness qui avait été publié là, plusieurs là, décennies avant. Puis ça, c'était une demande de monsieur Francis Ford Coppola, que lui avait réalisé là, les 2 films du pareil, là, le premier et le 2e film là, à cette époque-là. Il y avait eu le score pour le meilleur film là, les 2 fois là, pour chaque film. Il y avait même refait un montage là, pour les 2 films ensemble. Ça montre quand même là, que monsieur Coppola, ben, c'est un monsieur qui aime ça refaire le film. Ben, c'est pour refaire le film, mais refaire des montages. Dans le fond, le film, il marche ultimement parce que dans le fond, il y a ses récompenses, tout ça, mais il est pas gêné de retourner dans le passé puis regarder, là, voir des choses qui peuvent améliorer son produit. Ce qui est quand même assez je vais pas dire drôle, là, mais que dans le fond, on va voir peut-être une genre de relation à quelque part avec M. Lucas, que lui aussi, M. Lucas aime ça retourner dans le temps avec commencer à retoucher là, ses films de Star Wars, comme on sait très bien. Monsieur Lucas, dans le fond, c'était lui qui était désigné pour faire le film aujourd'hui, pour être le réalisateur pendant un certain temps. C'était Monsieur Lucas qui devait le faire après avoir fait son film là, de THX 1138 que j'ai jamais vu, puis que lui voulait faire un film un petit peu plus parodie. Ben, en tout cas, on va en parler là, pendant tout le scénario là, c'est sûr que on va frôler un peu là-dedans, un peu la parodie là, de la guerre du Vietnam, mais on voulait peut-être aller plus le côté là, humoristique, d'après ce que je peux comprendre là, si ça aurait été Lucas qui aurait fait le film, mais M. Lucas était finalement là, pris là, dans son pris là, sur un autre film là, un petit film là, sur la guerre des étoiles qui l'a empêché là, de finalement là, réaliser le film. Fait que dans le fond, M. Coppola, que lui voulait juste être producteur sur le film, a finalement décidé là, de faire le film lui-même,
tant qu'à pouvoir avoir personne, ben aussi bien de le faire soi-même, c'est ce qui s'est dit. Puis en même temps, si je lis un peu entre les lignes, dans le fond, ben le filmage du film là, s'est déroulé là, aux Philippines. Là, on avait gardé une couple de places là, aux États-Unis, puis un peu partout là, pour essayer là, de trouver quelque part là, qui ressemblait un peu au Vietnam. Ben, on n'était pas capable. Fait que dans le fond, il y avait juste pas mal M. Capola que finalement, là, il y avait le courage de peut-être là, pouvoir quitter les États-Unis là, pour quand même une longue période. Que dans le fond, le tournage devait se dérouler sur 4 mois, puis finalement, là, ça finit là, avec à peu près 1 an. Puis on a lâché la production pendant un certain temps, puis on est revenu à peu près 1 mois et demi plus tard. Puis il y a eu beaucoup là, de choses là, qui sont arrivées là, pendant là, le tournage. Là. J'en parlais un petit peu là, pendant qu'on va parler du scénario, mais il y a eu un typhon qui est arrivé et qui a détruit là, des plateaux là, qui avaient été construits. Dans le fond, il y a souvent des affaires de même, là, ça joue à l'avantage du film. Souvent qu'on arrive là, puis on se dit qu'il y a des choses là, qui ont dû être reconstruites, puis ils l'ont amélioré de même, ou des fois, tu sais, il n'y a pas une idée là, qui me vient en tête, là, mais je suis certain d'avoir parlé de quelque chose au podcast que dans le fond on avait détruit quelque chose, puis finalement quand on l'a reconstruit à moitié, mais finalement ça a paru mieux là, de l'avoir reconstruit de même. Il y a toujours des petites erreurs de parcours qui jouent à l'avantage d'un film pour le look, puis ça rajoute là, juste des petits détails, mais des fois ça nous aide beaucoup à embarquer là, dans l'ambiance du film. Alors ça, c'est pas mal ça qui s'est passé là, avant le début du tournage. Avant d'embarquer là, sur le tournage lui-même, puis le film, je voudrais faire une petite coupure, et des fois que vous êtes nouveau au podcast, je vais vous rediriger vers le site internet du podcast premiervisionnement.com. Des fois, vous voulez entendre d'autres choses que j'ai couvert au courant des pas loin de 5 années du podcast qui va, dans le fond, on s'en va au 5e anniversaire cet été. La semaine passée, c'était le 400e épisode du podcast, ce qui veut dire que, dans le fond, si maintenant vous décidez là, d'aller sur une application de téléchargement comme Spotify, Google Podcast, iTunes, Podbean, en tout cas, il y en a des milliers, vous allez recevoir tous les 402 épisodes du podcast, puis tout d'un tapon. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, tu sais, c'est pas classé en regardant comme ça. Fait que, en allant sur le site internet, tout est classé par série, par film, ou par section qui est marquée le film seul, donc le film d'aujourd'hui. Fait que vous pourrez regarder plus facilement, dans le fond, là, tout ce qui est dans le catalogue du podcast. En même temps, vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Ou les deux, bien sûr, et commentez sur l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez, ou un épisode passé, si maintenant vous allez là, dans le catalogue du podcast et écouter là, des choses que j'ai dit dans le passé, et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Alors, le film, dans son histoire, là, c'est une histoire assez simple, sommaire qu'il y a sur IMDb. Pendant la guerre du Vietnam, le capitaine Willard est envoyé en mission au Cambodge pour assassiner le colonel rebelle qui s'est déclaré Dieu parmi une tribu locale. C'est vraiment simple comme histoire, mais c'est l'idée du film, c'est vraiment de montrer là, comme comment que dans le fond là, l'humain, comment il peut être fragile, puis comment que dans le fond là, juste un peu le manque de guidage ou juste de contrôle, comment que le monde juste peut partir là, en total chaos. Puis on va démontrer ça là, plusieurs fois là, pendant le film. Dans le fond, je parlais que Lucas voulait faire une parodie de la guerre du Vietnam. Ça ressemblait un peu à ça quasiment, sur le fait comment que tous les commandants là, sur que notre équipe là,
de 5 soldats là, vont croiser là, plusieurs, on peut dire, groupes militaires, puis comment ils sont dirigés par leur commandant, puis il y a même une place où il n'y a pas de commandant, puis juste dans le fond, c'est quasiment comme s'il y avait un commandant, comme la première fois qu'on voit ça. C'est pour montrer comment que c'est un peu pas mal le free-for-all. Dans le fond, je pense aussi comment qu'ils veulent montrer comment que toute la désorganisation de tout ça, il n'y arrive pas pour le dire, mais en même temps, comment que peut-être l'armée américaine n'est pas prête pour faire cette guerre-là en bout de ligne, qui sont juste là pour faire la guerre, mais dans le fond, sans savoir exactement pourquoi ils font la guerre. Il y a une scène qui a été supprimée là, dans la version originale, qui a été rapportée là, dans les deux versions subséquentes. Il y a une troisième version aussi hein, qui existe, une quatrième version plutôt, qui est un genre de bootleg là, que j'ai pas vu, là, mais supposément là, qu'il y a une version là, de plus de 4 heures du film. Celle-là, je ne l'ai pas vu, là, je ne l'ai pas recherché non plus. Je n'avais assez quand même avec les 3 versions pour comprendre un peu le nécessaire du film. Mais c'est ça, dans le fond, qu'il y a je pense qu'on va marteler ça, cette idée-là. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on n'était pas prêt peut-être à le dire là, en 1979 pour la version originale. Mais quand on a fait la version Redux de 2001, on a rajouté là, une scène où ils vont arrêter un campement français. Puis les Français vont pas mal arriver là, puis dire au personnage là, de Willard là, qui est joué par Martin Sheen, que les Américains dans le fond là, ils sont embarqués là-dedans, mais en bout de ligne ils savent quasiment pas vraiment pourquoi ils sont là en bout de ligne. Ils sont là pour faire la guerre. Puis je pense que c'était plus un commentaire là, qu'on faisait à l'époque là, mais c'est ça, comme je dis, je pense qu'on n'était pas prêt à dire ça pour le marché américain en 1979, chose qui a peut-être changé un petit peu là, à l'aube de les 2 tours dans le fond là, parce qu'on a eu les 2 tours le 11 septembre là, en 2001. Puis ça, ben ultimement, ben aussi c'est dit par le personnage là, de Kurtz, incarné là, par Marlon Brando, que dans le fond c'est ce qui va nous arriver avec l'idée là, que toutes les atrocités de la guerre en bout de ligne, je veux dire, ça peut comme détruire je dis un homme là, ça inclut la femme là, bien sûr, mais c'est juste que il y a des choses qui se passent qui sont dans notre manière qu'on est construit, qui est pas moral, mais qui doivent faire, parce que dans le fond, le pays les pousse à faire quelque chose. Puis, dans le fond, c'est juste, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Puis, c'est ça, en bout de ligne, ils doivent vivre avec ça. Là, c'est ça, le personnage de Marlon Brando, lui, dans le fond, là, il s'est pris à accepter ça comme une normalité, que dans le fond, là, il coupe ces sentiments-là de lui-même, dans le fond, pour être capable de survivre à ça. Lui, il garde ça d'un côté, là, que dans le fond, c'est être plus fort. Mais c'est ça, en tout cas. Je veux dire, j'ai pas besoin de vous dire, là, quelque part, là, qu'il est viré là, totalement, là, carrément sur la tête. Dans le fond, il a coupé tout le sens de réalité. Mais c'est ça, à quelque part aussi, c'est pour démontrer qu'il y a quelqu'un qui peut partir de complètement héros. Dans le fond, il fait tout bien dans son travail, que finalement, il peut descendre carrément là, dans le fond des ténèbres. Puis c'est ça qu'un peu là, qu'ils veulent démontrer quand même là, avec le film. Alors, moi, comme je dis plus tôt, là, j'ai vu le film il y a à peu près une dizaine d'années en achetant le film. Je crois bien avoir écouté juste, c'est ça, la version originale. Je n'étais pas sûr. Dans le fond, je suis vraiment pas sûr c'est lequel j'ai vraiment écouté. D'après moi, j'ai écouté la version originale dans le temps. Mon opinion était que c'était quand même un film qui était quand même assez long, mais c'était un film qui était quand même assez solide. Bien sûr, je voulais retourner à l'écouter éventuellement, mais c'est ça. Dans le fond, avec l'occasion du podcast, c'est ce que je fais aujourd'hui.
Puis, comme je dis, dans le fond, j'ai pris mes notes en écoutant là, la version de 79. Fait que je vais suivre techniquement celle-là de 79, mais dans le fond, là, c'est juste pas mal 2 scènes là, qui ont été rajoutées là, dans les 2 autres versions. Une dans la version Final Cut, puis 2 scènes qui ont été rajoutées là, dans la version Redux. Mais bon, en tout cas, fait que le film il commence tout de suite avec l'introduction là, du commandant Willard qui est joué là, par Martin Sheen. Martin Sheen qui est né sous le nom là, de Ramon Antonio Gerard Estevez, qui est connu aussi comme le père de Charlie Sheen et de Emilio Estevez. Dans le fond, lui, il a changé son nom dans le fond pour le cinéma, dans le fond, sachant que Estevez, ça faisait quelque chose comme plus espagnol, je pense. Puis, tu sais, dans le fond, c'était juste pour une question là, dans le temps, quand il a commencé à être acteur. Dans le fond, tu sais, que dans un marché américain, c'était mieux là, qu'il mette son nom, un nom plus américanisé. Fait qu'il a changé son nom de même. Dans le fond, c'est pour ça qu'on le connaît sous le nom de Martin Sheen. Charlie Sheen a fait pareil, dans le fond, qui est né sous un autre nom, puis que finalement, il a pris voulant être reconnu comme le fils de Martin Sheen. Et bien sûr, Emilio, lui, a décidé là, de garder son nom propre. Mais en tout cas, je suis pas là pour faire la biographie là, de Martin Sheen, mais dans le fond, là, c'est juste pour rapporter ça, ces faits-là assez rapidement. Fait que lui, dans le fond, on va voir toute l'histoire de son point de vue. Lui, dans le fond, on sait qu'il est allé en mission, puis que dans le fond, il a fait des ravages là, dans sa vie, là, quelque part. Tu sais, comment que tu retournes à la vie normale après avoir vu des tueries, puis avoir tué. Là, lui, il va dire 6 personnes, mais il est comme quasiment pas certain s'il en a pas tué plus. Puis, ça peut vraiment là, faire du dommage. Là, dans le fond, on sait très bien là, que la guerre du Vietnam a fait des ravages là, pour plusieurs de soldats qui sont revenus de cette guerre-là. On a même parlé au podcast, dans le fond, là, avec la franchise des Rambo. On parlait même dans cette guerre-là, comment que les soldats sont revenus de cette guerre-là, puis ils se sont fait cracher dessus là, par le peuple américain. Fait que ça n'a pas été une guerre là, qui a été facile là, pour les soldats à la guerre et au retour de la guerre en plus. Là, mais là, on retourne pas mal pendant la guerre. Juste un peu pour nous mettre dans le contexte. Je vais juste lire un peu la petite description là, sur Wikipédia qui parle de la guerre du Vietnam, là, un petit 3 lignes là, dans le fond là, pour décrire un peu qu'est-ce qui se passe là, à cette époque-là, dire un peu qu'est-ce qui se passe là, pour comprendre un peu le contexte. La guerre du Vietnam est une guerre qui se déroule au Vietnam et oppose de 1955 à 1975 d'une part, la République démocratique du Vietnam, le nord du Vietnam, avec son armée populaire vietnamienne, soutenue matériellement par le bloc de l'Est et de la Chine, aller au Front national de libération du sud du Vietnam, dit le Viet Cong, et d'autre part la République du Vietnam. Puis cette partie du Vietnam-là, le sud, est soutenue par l'armée des États-Unis. Fait qu'on a le nord, le sud contre le nord, puis dans le fond, les États-Unis aussi sont appuyés par la Russie, la Corée du Sud, la Thaïlande et les Philippines. D'après ce que je peux comprendre, c'est en 1965 que les États-Unis ont commencé à s'en mêler. Puis dans le fond, vers 73, 2 ans avant la fin, là, ils ont commencé à se retirer de ça. Dans le fond, ça devenait là, pas mal vu. Là, dans le fond, là, toute cette guerre-là, disant là, qu'en bout de ligne, il n'y avait pas d'affaires là. En tout cas, tout ça, quelque part, je peux pas vraiment trop embarquer là-dedans parce que je connais pas trop le contexte, tout ça. Fait que je veux pas vraiment me prononcer.
Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de protestations là, contre cette guerre-là. Puis c'est ça. Fait que finalement, le nord du Vietnam a finalement gagné là, cette guerre-là. Puis c'est ça. Comme c'est bien connu, là, les États-Unis là, ont perdu là, cette guerre-là, qui a jamais été déclarée, là, d'après ce que je peux comprendre. Là, mais en tout cas, c'est juste dans le fond pour s'en replacer en contexte. Mais c'est pas globalement important là, sur l'histoire, mais juste de comprendre un peu le fond de l'histoire là, qu'on est dedans. Fait que, c'est ça, on rencontre Willard qui est dans sa chambre, qui est en train là, de se noyer là, dans son alcool, que dans le fond, il regarde le plafond, puis, dans le fond, ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a filmé Martin Sheen dans une chambre, tout simplement en train de se saouler, puis, dans le fond, il va même casser un miroir là-dedans. C'est un vrai miroir, il s'est vraiment blessé, c'est vraiment son sang qu'on voit. Puis, Coppola, dans le commentaire audio, il savait pas s'il devait arrêter de filmer ou pas. Si Martin Sheen avait comme pris sur lui-même de le faire, de se blesser, il a dit je vais le laisser aller en bout de ligne. Là, il a de l'air à savoir ce qu'il fait, là, mais en tout cas, des fois, il faut quand même un peu regarder ce que le réalisateur dit, puis se demander si, mettons, il fait ça pour les bonnes raisons, pareil. À quelque part, le gars, il est peut-être en train là, de se blesser sérieux. Il y a peut-être quelque chose de coupé. C'est sûr que peut-être pour quelques secondes, je ne sais pas si ça va changer grand-chose, mais c'est des fois des choses qu'on fait pour les films. Il y en a qui vont aller un petit peu là, un petit peu trop loin, puis des fois aussi, c'est sûr qu'en écoutant le commentaire audio, le réalisateur va prêcher pour sa paroisse à quelque part. Là, il va placer ça correctement là, de son point de vue à lui pour pas bien ou mal paraître là, en tant que tel. Là, il dit qu'il a gardé là, Martin frappé dans le miroir, il est blessé, mais je savais pas si je devais arrêter ou pas, puis ça reste quand même là, je veux dire, à quelque part il s'est blessé pour ton film à toi, mais en même temps ça nous embarque dans l'ambiance du film, que dans le fond là, Martin est dans le fond carrément là, dans le fond, à quelque part, là, qui est en train là, de pas savoir quoi faire. Dans le fond, il vient de revenir de la guerre, puis il attend juste, dans le fond, de se faire renvoyer à la guerre parce que en bout de ligne, il sait pas quoi faire. Puis comme je disais un peu plus tôt, qu'est-ce que tu fais après avoir tué du monde, avoir vu les atrocités que l'homme peut faire? Puis juste dans le fond, en ce matin, c'est du n'importe quoi, je vais dire, là, mais quand tu as vu quelque chose de même, puis après ça, je veux dire, tu t'en vas au dépanneur, puis après ça, tu entends l'autre qui est en fil en avant de toi. En avant, à cette heure, on n'a plus de fil, on peut aller à la machine directe, là, mais on va entendre quelqu'un en train de se plaindre là, que le lait a augmenté là, de 10 cents, quelque chose de même, quand à quelque part, il y a des choses qui sont bien pires que ça, puis après ça, comment que tu peux arriver, puis voir la vie du sens là, de la plupart du monde, quand dans le fond tu as vu des choses de même, puis que dans le fond là, ça peut te marquer pour la vie, puis que c'est mon affaire là, de pain de lait là, ça n'a pas rapport comme je dis, mais c'est des choses que dans le fond nous autres on va s'attarder dessus, comme des fois il y a des choses qui sont plus dramatiques, quelque chose qui ça peut être n'importe quoi, mais en bout de ligne, quand tu reviens juste dans leur point de vue, que ils ont vu des choses de même, que les banalités de la vie, quelque part, comment tu peux redescendre, redescendre, je veux dire, je me sens en guillemets là, en espérant que vous comprenez ce que je veux dire là, de retourner dans une vie en guillemets normale à partir de là, c'est quasiment impossible rendu là, c'est comme un chemin de non-retour, puis c'est ça, c'est comme j'ai parlé là, un peu plus tôt, comme dans la franchise des Rambo, des affaires de même là, dans toutes les franchises dans le fond, ou tous les films là, que ce soit je dis pas
pas vu énormément là, de films de guerre. Là. C'est pas nécessairement là, mon style là, que j'aime écouter. Là. Même Rambo, là, c'est plus un film là, d'action, plus qu'un film de guerre. Dans le fond, le film d'aujourd'hui n'est pas nécessairement aussi un film. Il est classé comme un film de guerre là, à cause de l'endroit qu'il est placé. Mais c'est pas un film de guerre dans le sens qu'on veut. Coppola, lui, il arrive, il dit il veut pas que ce soit nécessairement. C'était pas son but de faire un film anti-guerre en mettant beaucoup dans le fond, dans le contexte qu'il est. Mais par défaut, c'est sûr que ça tombe est un film anti-guerre en montrant toutes les atrocités de ça. Mais oui, par définition, c'est un film de guerre aujourd'hui. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas nécessairement le genre de film là, que je cours aller voir. Mais ça veut pas dire que j'en ai pas vu. Là, Soldat Ryan, j'en ai vu quelques autres là, au courant des années. Mais c'est ça. Fait que, en tout cas, le commandant Willard, il est demandé là, à être rencontré. Puis là, c'est ça. En tout cas, je trouve ça quand même assez drôle. De mon côté, là, la manière que j'ai perçu le film, je me rappelais vraiment pas là, que Harrison Ford jouait là, avait un petit rôle là, dans ce film-là. J'étais juste dans le fond en train d'écouter le film. Je m'étais penché la tête pour écrire quelques notes. Puis tout d'un coup, j'entends la voix de Harrison Ford en train de parler. Puis là, je suis en train de me dire, puis je le voyais pas tout à fait. Il y avait comme le dos tourné, ou en tout cas, il a regardé ailleurs. Puis là, je me suis dit, voyons, le gars, il sonne tellement comme Harrison Ford. Que puis là, je me suis dit, Harrison Ford, je pense pas qu'il joue là-dedans quelque part, puis ils doivent juste avoir quelqu'un qui a une voix très très similaire à Harrison Ford. Je me suis dit en 1979, il avait été Han Solo, puis il était rendu reconnu, là, fait que faire peut-être une petite apparition, ça m'aurait surpris. En tout cas, finalement, ça tombe que le film a été filmé un petit peu avant qu'il fasse qu'il apparaisse dans Star Wars, dans le fond. Puis c'est ça, dans le fond, comme j'ai un peu plus tôt, là, dans le fond, le temps de filmer le film, ça a été beaucoup plus long que prévu. Mais dans le fond, c'est juste une petite apparition. Là, c'est une scène. Dans le fond, M. Ford a probablement filmé juste une scène aujourd'hui. On va avoir, dans le fond, là, des hauts généraux. Puis dans le fond, ils vont rencontrer M. Willard pour, dans le fond, lui donner sa mission. Je trouve ça quand même assez spécial d'un autre côté que la mission qu'ils vont lui donner, dans le fond, ils vont lui donner là, le contrat d'aller tuer un autre soldat, dans le fond, là, il était tout décoré, puis qu'en bout de ligne, il a viré carrément sur la tête. Mais je trouve ça assez simpliste comme idée, puis je trouve ça correct de l'autre côté. C'est pas tout compliqué. On va juste élaborer là-dessus tout au long du film. Dans le fond, c'est pas plus compliqué là, qu'un film de James Bond où Bond au début il arrive puis on lui donne sa mission à faire, puis dans le fond c'est ça qui se déroule pendant tout le film là. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est juste que pour la longueur du film, je me dis le film, comme j'ai dit là, la première fois j'ai écouté la version Redux qui était 3h15, 3h20. Fait que c'est ça, je me disais, je me rappelais pas exactement du déroulement. Puis là, je me dis, là, tu me dis juste que la mission, c'est juste d'aller trouver une personne puis de le descendre. OK. Parce que je veux dire, je peux rien dire d'autre dans le fond. Puis c'est tout le déroulement pour se rendre là. Mais c'est ça, tu sais, quelque part, je trouve que quelque part, je trouve ça. Peut-être que je regarde ça là, dans des yeux là, de 2023, que c'est peut-être trop facile à quelque part. C'est juste comme, tu sais, garde, on te pointe une telle personne, puis pendant ce que tu vas faire, pendant les 3 prochaines heures, c'est juste tenter là, de le rejoindre et de le tuer. Puis, tu sais, dans le fond, M. Brando, le personnage là, du colonel Kurtz, on le verra pas avant la toute fin du film. Fait que, tu sais, dans le fond, on va construire un genre de mystère en entour de ce personnage-là. On va entendre Willard, dans le fond, étudier le dossier pendant tout le long du film. Dans le fond, qui va comme un peu tomber en admiration sur le colonel Kurtz. C'est pas au point là, de se balancer de l'autre bord, mais
sais, il va frôler un peu, là, on va voir là, à certains instants, là, un peu plus tard dans le film, qui va peut-être un peu commencer là, à embarquer dans le personnage à force de trop lire sur lui. On va nous expliquer là, que le colonel Kurtz, lui, il a eu, dans le fond, il était décoré, puis tout ça, dans le fond, là, c'est un très bon élément là, de l'armée américaine, mais que finalement, il a chaviré à quelque part mentalement et que finalement, l'idée là, c'est d'aller le descendre parce que dans le fond, il ne rentre plus dans les paramètres. C'est ça qu'on va. Je dis paramètres, c'est juste. Je vois. Un peu arrivé là, avec qu'est-ce qu'il dit à la fin aussi, là, quand Kurtz, on va le rencontrer finalement, qu'en bout de ligne, il y a des côtés moraux, mais il y a des affaires que l'armée va dire de pas faire, mais en même temps, de l'autre côté, ils sont en train là, de dire, mettons, de pas écrire fuck sur leur hélicoptère, mais l'autre côté, ils sont en train là, de tuer plein de monde. Fait que, c'est quoi le chose qui est morale là-dedans puis qui est pas morale? C'est comme un petit peu, oui, il a chaviré, il a pas tort nécessairement, mais l'autre côté, il a chaviré quelque part, là, il a comme perdu quand même là, son compas moral. Mais c'est ça, on va parler là, dans le fond là, du personnage de Kurtz là, pas mal quand on va être rendu à lui là, à la toute fin du film. Fait que Willard va partir avec il va être attitré là, 4 camarades dans le fond là, pour sa mission dans le fond. Il va monter là, une rivière dans le fond là, tout le long du film là, ça va être ça. L'idée dans le fond, d'après ce que je peux comprendre, il serait supposé d'être escorté par plus que les 4 personnes là, qui vont être avec lui. Là, on va être introduit là, au personnage là, de Clean qui est joué par Lawrence Fishburne, que lui, dans le temps, il était connu sous le nom de Larry Fishburne. Là, éventuellement, dans sa carrière, il a changé pour Lawrence. Je sais pas quand exactement. Je pense que quand j'ai parlé de lui là, dans Les Griffes de la Nuit 3, je pense qu'il s'appelait encore Larry Fishburne, là, qui est à peu près 10 ans là, après le film d'aujourd'hui, là, quand ils ont filmé. Là, bien sûr. Là. Après ça, il y a le personnage là, de chef qui est le soldats là, qui va les accompagner tout le long. Dans le fond, c'est tous des soldats, là, à part Chief Phillips, là, que lui. Il faut faire attention, là, dans le fond, je vais dire chef, qui est le personnage, là, que lui, c'est ça, lui, il est cuisinier, puis que, dans le fond, c'est pour ça qu'il l'appelle chef. Puis il y a Chief Phillips, que lui, dans le fond, c'est lui qui navigue le bateau tout le long. Je vais dire Phillips pour faciliter, là, dans le fond, là, entre chef et Phillips, là, ou chief, là, je veux pas parler trop vite puis que ça sonne un peu mêlant. Puis il y a Lance Johnson dans le fond que lui dans le fond c'est je pense qu'il est comme un peu supposé représenter le nouveau venu. Oui, il y a Clean aussi que il y a qui est supposé avoir 17 ans qui est Lawrence Fishburne dans le fond. Mais dans le fond l'acteur avec 14 ans là qu'il est en train de filmer là ça laisse un petit peu le côté plus tard dans une scène qui est coupée là, dans le Redux où ce que notre équipage là, vont rencontrer là, les filles qui ont posé là, pour Playboy. Ils vont les rencontrer un peu plus tard. Puis c'est juste dans la version Redux qu'on va voir ça. C'est sûr qu'il se passe rien avec le personnage de Clean, mais à quelque part, c'est comme quelque part, il y a le côté moral là, pour quelqu'un là, qui a 14 ans là, sur le plateau. C'est un petit peu osé, mettons. C'est sûr qu'on peut me remettre en face Brooke Shields dans les années 70. Là, je veux dire que c'était pas mal pire. Là. Mais c'est ça, à quelque part. Fait que, dans nos personnages, là, on sait que c'est pas mal, dans le fond,
des soldats qui ils se démarquent pas tant que ça. On va à la longue du film, parce que le film est tellement long qu'on a le temps de comprendre chaque personnage. Puis c'est ça un peu la force du film. Puis je pense que du côté longueur, c'est ça qui va aider à ce qu'on s'attache au personnage. Si maintenant on aurait comme coupé le film dans son essentiel, ben je pense que même dans la version normale, la version théâtrale de 2h30, on aurait pu encore couper dans le fond pour mettre un peu là, de cadence puis accélérer le film. On aurait pu faire un film de à peu près 2 heures facilement. Puis, en plus, ben, je pense qu'on perdrait. On perdrait nos personnages, puis dans le fond, on aurait plus de misère à les comprendre. Puis, une fois qu'ils vont se faire tuer, ben, pas toutes, là, mais la plupart vont tous mourir là, le temps là, d'arriver à la toute fin. Ben, on s'attachera pas à eux autres, parce que dans le fond, c'est ça, comme je dis, là, oui, ils ont certaines personnalités, puis on les découvre à fur et à mesure que le film avance. Pas instantané. Tout de suite en partant. Mais, tu sais, je pourrais dire quelque part, là, je pense que Clean va se démarquer un peu plus. Oui, c'est le plus jeune, mais, tu sais, en même temps, on voit qu'il est jeune à quelque part. Lui, tu sais, il est comme prêt pour la guerre, puis, tu sais, il est toujours en train de sauter dans le tas. Tu sais, dans le fond, lui, c'est comme un party un peu, tu sais, c'est ça un peu qu'on peut voir. Oui, chef, il est pas ben loin en arrière de ça. Puis, le navigateur, là, Phillips, lui, c'est sûr qu'il est chargé un petit peu là, de garder d'ordre sur son bateau. Puis Johnson, ben lui, il est là un peu plus réservé. Tu sais, ils ont des tempéraments, mais c'est ça. Tu sais, je pense que c'est le fait que le film est long qu'on réussit à comprendre ça. C'est pas juste si mettons on aurait une scène, puis après ça, ben on ferait juste sauter là, d'endroit à endroit tout le temps, puis que ça fait juste sauter. Tu sais, dans le fond, qu'on aurait 2 scènes de ça, ce qui est typique dans le fond là, pour essayer de dire bon ben là on a une répétition de choses, ben on doit couper ça pour faire un film là, qui dure moins de 2 heures. Ben comme je dis, on pourrait faire un film là, de moins de 2 heures avec le matériel qu'on a, parce qu'il y a des choses qui sont martelées. C'est beaucoup ça aussi. Puis tu sais, il faut se rapporter là, dans l'époque là, des années 70, j'ai couvert les films là, de Rocky l'année passée, puis c'est ça, tu sais, dans le fond les 2 premiers Rocky, ben c'est des films qui dans les années 70, puis on voit la cadence dans ce genre de film-là. Il nous martèle des points de vue, puis pour qu'on embarque un peu là, dans le film, puis qu'on peut embarquer dans les personnages, puis qu'on comprenne pourquoi ils sont comme ça. Puis quand on arrive dans les 80, ben, c'est comme avec Rocky 3, ben, on fait juste comme couper tout le temps pour que le film soit raccourci, puis là, ben, il faut juste arriver, puis supposer qu'on voit un personnage faire une chose une fois, puis que dans le fond, ils sont comme ça tout le temps. Mais c'est vraiment une approche différente. Fait que notre équipe rejoigne le groupe de soldats là, qui est mené là, par le commandant Kilgore, qui est joué là, par Robert Duvall. Tu sais, Robert Duvall, lui, dans ma tête, il a toujours été vieux quelque part, puis là, de le voir super jeune dans le film aujourd'hui, il me fait penser au sergent là, dans Full Metal Jacket, là, film réalisé là, par le grand là, Stanley Kubrick, qui dans le fond là, il est exagéré un peu, mais en tout cas c'est pas tout à fait le même genre, mais en tout cas c'est un peu là, l'idée que j'avais là, en voyant là, Robert Duvall là, dans le colonel Kilgore. Puis là ben c'est ça, je veux dire, dans le fond on a un colonel qui est là, lui il commande tout son monde. Tu sais, dans le fond là, c'est là qu'on peut se rendre compte là, c'est quoi qui se passe dans ce film là. Je m'imagine juste être un Américain qui est assis en salle, tu sais, un peu dur là, tout simplement là. Puis tu sais, je dis rien contre ça là. C'est pas rien contre les Américains là, mais tu sais, j'imagine juste quelqu'un qui est très patriote,
et qui voit ça quelque part, le commandant là, Kilgore qui arrive, puis que, tu sais, dans le fond, qui est tout simplement là, en train là, de juste. C'est quasiment un spectacle, dans le fond. Il est en train là, de contrôler un cirque. C'est carrément ça en bout de ligne. Tu sais, puis à quelque part, un peu plus loin, là, il commence à parler de surf. Il envoie du monde en train là, d'avoir du surf sur la plage pendant qu'il y a des explosions partout. Puis, tu sais, le pire là-dedans, c'est que, tu sais, je n'ai pas lu assez sur le Vietnam pour savoir qu'est-ce qui s'est passé là, dans cette guerre-là par tous les commandants pour de vrai. Mais honnêtement, tu sais, j'ai quasiment pas de misère à croire qu'il peut y avoir quelque chose de même là, qui s'est déroulé à un certain point. C'est sûr que faire du surf pendant que tout le monde font la guerre alentour, c'est ridicule, mais à quelque part, il y en a que, justement, parce qu'ils sont aux commandes, ils peuvent faire n'importe quoi, et dans le fond, ils se proclament un peu là, des commandants de tout. Dans le fond, il est quasiment pas pire que Kurtz à la toute fin, mais à quelque part, on va juste pointer Kurtz que lui, dans le fond, il a chaviré, mais Kilgore, au début, il est pas bien loin là, en arrière là, de Kurtz. Je pense que dans le film, il va y avoir peut-être 3 scènes clés qui vont être un petit peu dures à ingérer là, pour des gens là, qui sont un peu sensibles à la guerre. 2 qui sont beaucoup sensibles pour les gens qui sont sensibles à des choses de guerre. Puis une autre là, qui est à part. Mais je pense qu'il y a 3 scènes là, un petit peu que si vous êtes trop sensible, qui pourraient vous toucher un petit peu là, d'un côté là, répugnant là, envers le film. Là, on va voir un village, dans le fond, qui est attaqué. On va voir même, il y a des étudiants à l'école. Dans le fond, ça a l'air d'être tout un village paisible. Puis eux autres, toute l'armée à Kilgore va arriver, puis ils vont se mettre à tirer partout. Dans le fond, oui, on suppose que, dans le fond, là, les enfants là, qui sont à l'école, c'est pas ça qui cible, mais c'est sûr qu'en bout de ligne, là, c'est toute une petite communauté. Ça fait très cruel en tant que tel, mais c'est la guerre en tant que telle. On suppose qu'il y a peut-être une raison pourquoi ils s'en vont attaquer là. Mais c'est ça. À quelque part, on n'est pas vraiment lancé là, sur cette idée-là. Mais c'est ça, je pense que c'est montré là, pour vraiment comme nous embarquer mieux en contexte de ça. On voit qu'il y a une villageoise là-dedans là, qui arrive puis qui va arriver quand même là, pour mettre une grenade là, dans un des hélicoptères. Mais à quelque part, c'est toute la grandiosité là, de la scène. Il arrive avec une musique là, de Ride of the Valkyries, là, qui est une chanson là, de Wagner, que à quelque part, c'est grandiose. Puis c'est juste pour toute la scène au complet. Je pense que je vais revenir à Rambo là, juste pour le principe là, de revenir un peu là, dans le même genre que j'ai couvert au podcast, que je trouvais ça quand même assez spécial, toutes les explosions qu'on avait dans Rambo 2. Les explosions qu'on a eues dans le film là, qui est presque 10 ans avant, je veux dire, c'est phénoménal tout ce qui se passe, toutes les explosions avec les avions qui passent, qui font toutes des explosions timées dans le fond. C'est quand même assez toutes les chorégraphies là-dedans, je trouve que c'est quand même assez phénoménal. Tout dans le fond en plus est subventionné par le réalisateur. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut se rendre compte. C'est pas une grosse production, une grosse maison de production qui est en arrière pour financer tout. C'est le réalisateur. Fait que quand ça coûte cher, c'est le réalisateur qui met de l'argent sur la table. D'après ce que je peux comprendre, jusqu'à ces scènes-là, on a le personnage là, de Willard qui est joué par Martin Sheen. Au début, on avait demandé à Steve McQueen de faire le rôle. Lui, dans le fond, il ne voulait pas partir en dehors des États-Unis là, pour 3 mois pour filmer ces scènes. Fait que, dans le fond, on a passé sur lui. Éventuellement, c'est ça, on a engagé
Harvey Keitel pour filmer quand même là, pendant quelques semaines. Puis finalement, ben, le réalisateur s'est rendu compte que ça marchait pas, tout simplement, dans le rôle. Puis finalement, ben, il y a eu une séparation amicale. Sont les deux parties là, du projet, sauf qu'ils se sont ramassés avec un endroit vacant, puis c'est là que M. Sheen est arrivé, puis on a tout refilmé. Ben, dans le fond, c'est pas mal toutes ces scènes-là, à quelque part, qu'on a refilmé, mais ça a l'air qu'il y a des scènes là-dedans qu'on peut voir que c'est Harvey Keitel qui est dans les scènes, là, en tout cas, c'est des scènes de bateau un peu éloignées, là. Ben, c'est ça, en tout cas, dans tout ça, là, ben, ça ferme pas mal là, toute l'introduction du film. Puis, on est rendu à quasiment 1 heure dans le film, là, dans pas mal toutes les versions, là. Mais j'aime je crois que dans la version originale, ils l'ont pas rajouté. Le fait que Martin Sheen va voler la grosse planche de Kilgore, puis dans le fond, là, se sauver sur le bateau avec son équipe, ben, j'aime cette partie-là. Puis c'est sûr que il y a comme une autre petite scène après ça où il y a une équipe là, qui sont à la recherche du surf. Ben, je pense que ça a été coupé là, dans le fond, là, dans la version théâtrale. Mais je trouve que ça montre un petit peu un côté de risque que le commandant Willard est prêt à prendre pour son équipe. Que dans le fond, il arrive, il se rend compte que ça marche pas avec Kilgore, que lui, dans le fond, il est carrément sauté sa tête. Puis qu'en bout de ligne, ben, il est juste un petit peu pour y retourner un peu là, la situation de bord, pour le provoquer un peu, pour le narguer. Ben, il va sauver avec sa planche. Je veux dire, dans le fond, ça n'a pas vraiment d'incidence. Un peu plus tard, on va voir, je sais pas, je pense que c'est Lance qui est en train de faire du surf en arrière là, du bateau, mais c'est ça un peu. Là. Je trouve que ça rajoute un petit peu un côté là, de camaraderie là, entre les personnages, le fait qu'on rajoute ça, puis qu'on l'ait enlevé là, dans la version théâtrale, ben c'est un détail, mais je trouve que ça l'enlève quand même beaucoup. Là. Captain. Oh. Just how far up this river we going? It's classified, Chief. I can't tell you. I'm going up pretty far. Fait que là, on embarque là, dans le creux du film. Je pense que c'est le bout que quelqu'un qui n'est pas habitué à l'esthétique d'un film des années 70, que les gens pourraient peut-être trouver ça long. Parce que dans le fond, c'est un peu tout le temps un peu la même situation qui se répète. Les scènes, techniquement, ils pourraient toutes être coupées jusqu'à la fin. On pourrait quasiment sauter à la fin là, directement à partir de là. À part quelques petites idées un peu partout, là, puis que dans le fond, qu'on aille nos 3 personnages, dans le fond, Chief Phillips et Clean qui meurent au travers de ça. Tout simplement, on pourrait sauter à la fin, mais c'est ça. À quelque part, on décide de pas sauter à la fin. C'est ça un peu que la version Redux va rajouter 2 grosses scènes pour des arrêts là, que notre équipage vont faire au courant du film. Mais on va en garder. Je sais pas si ils sont toutes nécessaires à quelque part. En tout cas, je vais passer un peu au travers là, de chaque arrêt. Là. Au début, ils vont arrêter dans le fond pour trouver là, des ingrédients pour faire de la nourriture ou ce que chef, lui, c'est là qu'on va savoir que c'est un saucier, là, qu'il aime ça faire des sauces, puis là, c'est un endroit où il peut avoir des mangues, mais finalement, il va être attaqué par un tigre. En tout cas, fait que c'est là qu'ils vont décider qu'ils veulent pas trop débarquer. C'est peut-être un peu un précurseur d'idée qu'à chaque fois qu'ils débarquent, s'il y a un danger qui les guette. Mais je pense que cette scène-là est un petit peu pour nous faire connaître le personnage là, de chef. Dans le fond, quand il rembarque sur le bateau, il est tout comme il dit, hey, moi je n'étais pas là pour ça, tout ça. Je m'attendais pas à me faire attaquer par un tigre. Mais à quelque part, tu t'attendais à quoi? À quelque part, je veux dire, oui, tu t'attends à te faire attaquer par des soldats armés, mais à quelque part, tu peux mourir n'importe quand. Mais en tout cas, c'est un coup d'adrénaline. Puis je veux dire, c'est comme un petit
peu un petit un moment comique un peu dans tout ça. Puis tu sais, c'est juste un petit peu pour nous embarquer avec le personnage de chef, puis que tu sais, dans le fond, qu'on ait un peu un sens du personnage. Après ça, ben, ils vont arrêter à un autre endroit où ce que il va y avoir des femmes qui ont posé nues là, pour le magazine Playboy, puis que dans le fond, eux autres, ils vont faire un genre d'exhibition, là, quelque part, là, un genre là, un genre de show là, quelque part pour un peu entraîner là, les soldats. Je sais pas si ça se faisait vraiment là, quelque part, là, mais en tout cas, c'est là aussi qu'il va y avoir une suite là, qui a été comme coupée là, dans deux des versions, puis on a gardé juste dans la version Redux là, que finalement, ben, ils vont rencontrer là, ces filles-là un peu plus loin, puis avoir la plupart de nos personnages vont avoir un petit peu d'action. Mais tu sais, à quelque part, je trouve que dans la version Redux, cette scène-là n'est pas vraiment nécessaire. Qu'ils l'ont coupé là, dans la version Final Cut, je suis pas nécessairement contre. Honnêtement, je trouve que c'est plus un peu de la perversion là, qu'on voit le chef, là, qu'à quelque part, il y a une des filles là, que il dit bon ben là, je joue de souhait pareil comme sur le poster, mais c'est même pas la même fille qui était sur le poster dans le fond. Dans le fond, là, c'est comme un peu, là, il est parti un petit peu dans son délire, comme pas mal tout le monde dans le film, là, mais c'est ça, tu sais, dans le fond, là, dans toute la mise en scène là, qui sont sur comme la grosse scène, puis que dans le fond, ils paradent, mais tu sais, pas, ils n'ont pas le temps de se mettre nus, juste le temps là, que tous les soldats, ils virent fous, carrément. Là. Il y en a que, ben, tu sais, les filles, ils les agacent, puis là, il y en a un qui monte sur le stage, puis que dans le fond, il y en a un autre qui suit, puis tout ça, puis dans le fond, ça tombe rapidement hors de contrôle. Là-dedans, d'après ce que je peux comprendre, il y avait l'actrice Linda Carter, que dans le fond, il revient pas dans l'autre scène qu'elle était partie filmer là, la série Wonder Woman. Et il y a Colleen Camp aussi, qui est une des actrices là-dedans, que j'ai parlé il y a quelques semaines, que j'ai parlé là, de le film là, du troisième Die Hard, qui est quand même pas loin là, de 20 ans après ça. Fait que c'est ça, c'est pour démontrer qu'à chaque endroit qu'ils arrêtent, là, dans le fond, le désordre arrive, c'est pas nécessairement de leur faute, mais le désordre est partout, il n'y a rien de comme vraiment organisé. Ils vont trouver comme le commandant sur place, puis c'est ça, en bout de ligne, là, ben, ils vont repartir de là. Après ça, je pense que c'est dans tous les montages, c'est pas tout à fait pareil. Éventuellement, là, ils vont rencontrer un autre bateau, un autre patrouille qui passe, puis tu sais, c'est pas tout à fait dans le séquençage, dans le Final Cut, je pense que c'est pas tout à fait pareil. Mais tu sais, dans le fond, ils se font comme un peu des mauvais coups. Mais tu sais, c'est pas juste des mauvais coups où on se lance un verre d'eau au visage ou quelque chose de même en passant à côté là, d'un autre bateau. Tu sais, ils vont lancer quelque chose enflammé là, dans le bateau, puis que tu sais, dans le fond, ça va faire brûler une partie là, du bateau là, de notre équipage. Le but aussi au réalisateur, c'est de montrer que plus le film avance, dans le fond, notre équipage devienne de plus en plus, en guillemets, primitif, que dans le fond, ils reviennent plus à la base, peut-être. Puis, tu sais, dans le fond, c'est comme ça qu'il a comme envisagé ça. C'est sûr que, tu sais, même à la toute fin, lui, il va avouer qu'il n'y avait pas d'idée comment il allait finir le film. Le script pour la fin n'était pas écrit. Ou que M. Méliès avait écrit quelque chose, mais il voulait pas tout à fait utiliser cette fin-là, il n'était pas trop sûr. Puis, d'après ce que je peux comprendre, il y a des choses qui étaient comme décidées le jour même. Puis, dans le fond, c'est filmé en séquentiel. Je veux dire, dans le fond, c'est comme en ordre carrément. Puis, quand on arrive à la toute fin, ben, c'est sûr qu'à quelque part, ils ont rajouté des scènes un peu plus tard. Mais à quelque part, je veux dire, dans la globalité du film, ben, tout a été filmé en ordre.
Alors éventuellement, ils vont accoster un bateau que dans le fond, ils vont trouver louche. C'est dans le fond le navigateur là, qui va arriver, il va dire ben, on va aller vérifier ce bateau-là, il y a quelque chose qui marche pas avec lui. Puis Wheeler va arriver, il va dire ben là, on peut-tu s'en tenir à où est-ce qu'on s'en va? Puis dans le fond, Phillips il va arriver, il va dire ben regarde, on a comme ça fait comme partie là, de les normes sur mon navire qu'on va juste vérifier ce bateau-là. Puis finalement, ça va finir en tragédie que dans le fond, ils vont accoster le bateau, puis dans le fond, ils vont fouiller le bateau. Puis en bout de ligne, ce qu'ils vont penser est une attaque, que finalement, ils vont se mettre à tuer tout le monde à bord du petit bateau. Ce que je peux comprendre là-dedans, c'est comme un peu, je vais dire clin d'œil, là, parce que ça paraît comme genre un peu comme quasiment une blague, là. Mais c'est comme un peu pour refléter une situation là, qui s'est passée là, à My Lai. En tout cas, je sais pas exactement c'est quoi My Lai, mais en tout cas, c'est ce que je peux comprendre là, dans le commentaire audio, là, où je pense que c'était des polices qui étaient rentrés à un endroit, puis qu'ils ont pensé là, que il y avait quelqu'un là, qui était un genre de commando suicide, quelque chose de même, puis que finalement ils l'ont tué, mais évidemment ça n'a aucun rapport avec ça. Ça reste un peu à vérifier là, cette situation-là, mais c'est ça, dans le fond, c'est juste que tout le monde va être tué sur place, mais en bout de ligne, il n'y avait aucune raison là, de tuer tout le monde à bord. Puis c'est là un peu, on peut se dire que Clean, il va peut-être un petit peu trop loin, trop rapidement. Oui, c'est sûr que tout le monde est sous le stress quelque part, puis je veux dire, dans le fond, il prend juste une petite étincelle, puis tout part vraiment de travers. Mais ce qui marche, ce qui est un peu qui va jouer un peu contre le personnage, puis qui va flouer un peu la ligne du commandant Willard, c'est qu'en bout de ligne, le commandant Willard va choisir de achever là, une des femmes qui était à bord du bateau, qui en bout de ligne qui était resté, qui avait survécu, puis qu'en bout de ligne, le capitaine, le commandant Willard va tirer une balle là, dans la tête là, de la femme en question pour éviter là, de faire un détour pour pouvoir soigner là, la femme en question. Je pense qu'on voulait quand même montrer que le commandant Willard commence à tranquillement changer là, de perspective là, envers Kurtz. Il lit beaucoup de Kurtz, fait que c'est sûr qu'il est comme un peu influencé, il commence un peu à penser un peu comme lui. Puis à quelque part, ce que Kurtz va dire à la fin, dans le fond, qui perdent leur humanité, puis dans le fond, là, comme tout, dans le fond, c'est juste la mission. Puis de la faire un peu de sang-froid, c'est ça qu'il va faire un peu dans cette scène-là. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire ça, parce que on pourrait arriver puis juste être un peu répugné là, par notre personnage principal. Ça fait pas vraiment cet impact-là, mais je trouve que on en garde le commandant Willard à partir de là, que quelque part, oui, il y a sa mission, puis dans le fond, il y a pas mal des œillères sur sa mission, mais à quelque part, il y a quand même quelqu'un qui est en besoin de soins, puis oui, c'est la mission, ils ont divergé là, de ce qu'ils devaient faire, mais je veux dire, c'est pas une raison là, pour enlever la vie là, à quelqu'un que dans le fond, qui a pas demandé à être de se faire tirer à quelque part, il n'y avait aucune raison. Fait que c'est un peu le côté moral douteux là, qu'on peut passer là, sur le commandant Willard à cette partie-là. Mais c'est tout enclenché dans le fond là, par la gâchette facile à Clean. Fait que dans le fond, c'est pas très long à partir de là que Clean se fait tuer dans presque la scène tout de suite après.
Mais en même temps, ben, je pense que quand même la scène de bateau, là, c'est la deuxième scène qui peut être un peu là, pour les personnes sensibles à ce genre de scène-là. Je pense que c'est une scène là, qui est un peu gratuite, puis qui change un peu le ton du film. C'est comme un peu le film change à cette partie-là. Ça montre aussi que nos personnages là, ils sont sous une autre voie. Au début, il était comme un peu tout, c'était le party. On écoute les Rolling Stones I Can't Get No, on chante sur le bateau, puis dans le fond, on est tout un peu liberté là-dedans. Puis là, ben, dans le fond, là, on vient assombrir là, beaucoup, là, dans le fond, tous nos personnages. It keeps our family together. I mean, we fight for that. While you American, you are fighting for the biggest nothing in history. Fait que là, ils vont se ramasser, là, ils vont arrêter là, un pont là, de Dolong. Dans le fond, il n'y a plus de commandant sur place. Fait que là, c'est le chaos total. Ça se tire d'un peu partout. Puis c'est ça, c'est comme un peu peut-être l'arrêt non nécessaire. La seule raison qu'ils arrêtent là, je pense que c'est pour laisser là, d'autres instructions. Pour un peu avoir des révélations qui ne mènent à peu près à nulle part pour le commandant Willard. C'est là où avec ce qu'il va recevoir comme information, c'est qu'il y a une autre personne qui a été envoyée avant lui, là, le commandant Colby, que dans le fond, ils ne savent pas ce qui s'est passé avec lui, qui est joué là, par Scott Glenn, mais en bout de ligne, là, ça tombe carrément dans nulle part. Il n'y a absolument rien là, qui découle de ça. Je sais pas exactement. On aurait pu, je pense, tout couper ça. Cette partie-là, je trouve que est juste rajoutée, mais de trop. Mais de l'autre côté, ben c'est ça. On peut voir que même quand il y a un commandant, comme avec Kilgore au début, c'est carrément là, la zizanie partout, ça fait n'importe quoi. Puis même quand il n'y a pas de commandant, ben c'est la même affaire. C'est vraiment juste pour montrer un peu là, comment c'est tout désorganisé, là, toute cette affaire-là. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, là, ils sont sur le bateau, puis là, ben, techniquement, tu sais, sont carrément là, ouverts, puis ils se mettent à allumer une fumée rose, puis dans le fond, tu sais, pour attirer les regards, puis ils se font tirer dessus, puis Clean va se faire tuer dans cette scène-là. Tu sais, dans le fond, ils ont cherché ça un peu, à quelque part, là, tu sais, ils ont attiré le regard, puis, tu sais, c'est juste un peu comment que, tu sais, en bout de ligne, ils se font pas dire ben, rester aux aguets ou ils sont mal c'est comme un peu là, le côté là, ils savent pas, ils ont comme peut-être pas l'expérience, je sais pas exactement qu'est-ce qui peut leur passer dans la tête. Ils sont quand même dans un territoire ennemi, mais à quelque part là, ils sont pas toujours aux aguets. Et il arrive qu'est-ce qui arrive. Fait que, tu sais, dans une scène vraiment assez rapide, M. Fishburne nous quitte. Puis, je dirais que ce qui m'a fait vraiment sauter du côté là, d'écouter là, la Final Cut, c'est quand j'ai écouté la version théâtrale et que finalement, on a sauté pas mal de suite à une autre scène où ils se promènent puis il y a des genres là, d'indigènes là, qui se mettent à tirer des flèches sur le bateau puis que finalement, on a la mort là, du chef Phillips, le navigateur. Je trouvais que ça fait juste une scène, puis tout de suite après, quasiment, on a l'autre après. C'est comme on a un effet domino tout de suite pour voir comme la tombée là, de notre équipe. Je trouvais ça comme un peu trop rapide. Je trouvais, c'est sûr que dans mon visionnement, là, j'ai vu la version Redux, que lui, on a le temps un peu là, de faire le deuil de Clean. On va arrêter un campement français, puis on va vraiment arrêter là. Ça les tire-tu un peu trop long? Peut-être un peu, où ce que, dans le fond, on a un peu là, de peau, dans le fond, où ce que on va voir Monsieur Martin, le commandant Willard, qu'il va se ramasser là, avec une veuve pour une nuit. Question de se détendre. Mais, dans le fond, dans la version Redux, on a toute l'équipe qui réussit à se détendre avec les filles de Playboy.
tuer. Puis Willard, lui, dans le fond, il y a comme personne. Fait que là, c'est comme un peu l'inverse, dans le fond. Mais c'est ça. C'est pas cette scène-là qui fait que je suis content que c'est qu'on a restauré ça, comme en guillemets officiel là, avec le Final Cut. C'est qu'est-ce qui se passe avec les Français, qu'est-ce qu'ils disent tout à la table. Je trouve ça quand même un peu là, le côté là, des Français qui arrivent et qui dit que eux autres, là, dans le fond, ils vont rester là, puis que dans le fond, ils remettent un peu tout le contexte là, dans le visage là, de Willard. Puis, tu sais, j'aime un peu tous ces arguments-là qu'on va faire. Puis, c'est comme un peu de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe en même temps. Pas juste le côté là, des Américains, parce qu'après ça, tu sais, on nous martèle quand même tout le long du film, là, c'est qu'on suit des Américains. C'est des Américains, puis je veux dire, on a juste des Américains, puis ils sont américains, puis tu sais, je veux dire, c'est juste ça qu'on nous martèle. Puis là, ben, tu sais, de voir un peu un autre point de vue, ben, tu sais, je trouve que, tu sais, c'est quand même assez franc, je pense. Puis en même temps, ben, ça casse de quand Clean s'est fait tuer juste avant. Ça fait qu'un peu de temps, on a le temps là, de ressentir un peu là, la mort de Clean. Puis, tu sais, quand après ça, ben, Phillips se fait tuer là, d'une flèche. Ben, qu'on a, tu sais, il y a plus, on ressent plus quelque chose. Parce que, tu sais, il y a eu du temps qui s'est écoulé. Mais c'est pas juste tout de suite la scène après là, de Clean qui s'est fait tuer, puis après ça, ben, c'est un autre, puis on se dit, bon, ben, éventuellement, ben, on va en avoir un autre, tout ça, puis là, ça devient comme quasiment un slasher. Ben, c'est pour. Vous comprenez dans le sens un peu, là, c'est comme tout d'un coup, là, on tue notre équipage, on les a vus pendant tout le film, puis là, ben, on les tue un à un, tranquillement. Qui fait que juste par cette scène-là, le campement français, ben je vais préférer la version Redux et la version Final Cut au-dessus là, de la version théâtrale, juste pour cette scène-là. Could we talk to Colonel Kurtz? Hey, man, you don't talk to the colonel. Well, you listen to him. The man's enlarged my mind. He's a poet, warrior in the classic sense. I mean, sometimes he'll, you say hello to him, right? And he'll just walk right by you, and he won't even notice you. And then suddenly he'll grab you, and he'll throw you in a corner, and he'll say, do you know that if is the middle word in life? If you can keep your head when all about your losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you. I mean, I can't, I'm a little man. He's a great man. Alors, dans la version théâtrale, on est à peu près à 1h45 où finalement on va arriver au campement là, de Kurtz. Mais dans toutes les autres versions, là, on est quelque chose comme 45 minutes plus tard, là, vers le 2h15. Puis je pense même dans le Redux, on est quelque chose comme à 2h30. Là, je les ai pas notés, là, mais c'est quelque chose de similaire à ça. Là, à partir là, de Kurtz, il reste à peu près là, un petit peu plus qu'une demi-heure. Fait que c'est ça. Il arrive là, c'est là qu'on est introduit là, au personnage, là, le photographe là, incarné là, par Dennis Hopper, un autre acteur que dans ma tête a toujours été vieux, là, que je pense la première fois que je l'ai vu, là, c'est dans le film Clanche là, avec Keanu Reeves, là, mais je sais qu'il a joué dans plusieurs autres films. Vraiment, là, comme à cette époque, oui, je l'ai vu là, dans Massacre à la tronçonneuse, le deuxième film, mais tu sais, je veux dire, c'est un acteur là, qui est quand même assez varié là, dans sa filmographie, mais je pense que je l'ai toujours vu en cinglé, dans le fond, là, en personnage extraverti. Je veux dire, j'ai toujours un sentiment que ce personnage-là est toujours qui est jamais correct en tant que tel. Oui, je pense que dans le Massacre à la tronçonneuse 2, je pense que c'est la seule fois que je l'ai vu jouer le bon personnage, mais en tout cas, je n'ai pas vu tous ces films, là, je ne l'ai pas suivi en carrière. Mais souvent, quand j'entends parler là, de Dennis Hopper là, qui nous a quittés il y a une couple d'années, c'est le film Easy Rider qui va ressortir, que j'ai pas vu, mais en tout cas, je sais pas si c'est un film là, que je devrais voir. Là. Encore une fois, comme je dis souvent au podcast, là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire là, si c'est un film là, qui pourrait être intéressant, ou peut-être pas à couvrir au podcast, mais un film là, qui vaut la peine d'être vu. Là. En tout cas, des fois, ces commentaires-là sont appréciés.
Dans le fond, Dennis Hopper était engagé pour faire un autre personnage, puis quand il est arrivé sur le plateau de tournage, ben on l'a comme on a réécrit son personnage, puis il est devenu quelque chose d'autre. Honnêtement, je vais dire que quasiment pour un certain temps, il va peut-être carrément là, voler la vedette là, à Martin Sheen. Je dirais pareil, même Martin Sheen, son personnage, il est tout le temps observateur. Il est pas vraiment, à part peut-être quand il va voler le surfboard, un peu, ben vraiment plus tôt là, dans le film, là, 2 heures avant. Ouais, 1h30 avant, en tout cas. C'est là qu'il se passait quelque chose, mais en général, il est toujours observateur dans le film. Il est juste en train de regarder qu'est-ce qui se passe. Il est pas vraiment proactif. Contrairement à Pitié, dans le fond, il est pas. Il est comme réactionnaire un peu, il est juste en train d'observer. Mais c'est pas vraiment sa perspective, c'est pas vraiment lui qui ressort du film. C'est pour ça, quand on a Robert Duvall un peu plus tôt qui arrive puis qui brasse les choses, c'est un peu la même affaire qu'on a avec Dennis Hopper, que, tu sais, dans le fond, je veux dire, il change la dynamique totalement. Puis ça a l'air qu'avec Marlon Brando, là, ça marchait pas tout à fait. Puis, tu sais, je peux comprendre pourquoi. Probablement que aussi, M. Brando est un acteur... à l'époque 2 fois oscarisé, puis qu'il y a un autre acteur qui arrive, puis qu'il a été nominé quelques années avant. Puis tu sais, je sais que Brando est quand même un acteur qui était dur à travailler avec. Tu sais, en tant que tel, les premières rencontres qu'ils ont fait avec Coppola pour le film, parce qu'il avait travaillé avec lui là, sur le premier film du Parrain, que tu sais, c'est un acteur qui était très difficile à travailler avec. Là. Je n'avais parlé aussi avec Christophe Lassens là, quand il m'avait rejoint là, pour Superman 78, que même ses scènes, je pense qu'il y avait il était écrit là, puis il lisait carrément là, les cartes là, avec son texte pendant le tournage. Fait que c'est un acteur que en bout de ligne là, il était là pour ces 3 semaines, puis dans le fond il était quasiment en train d'étirer les choses pour que dans le fond il continue son contrat mais qu'il soit payé pour le surtemps. Je veux dire, en tant que tel, là, on voit même que le réalisateur, là, dans son commentaire audio, il prend ça tout avec des pincettes un peu pour faire attention à ce qu'il dit. Je pense que M. Brando était décédé là, à l'époque de l'enregistrement du commentaire, mais quand même, il veut rester respectueux envers lui. Mais c'est ça, à quelque part, M. Brando arrive puis il dit qu'il va avoir perdu du poids avant d'arriver pour filmer. Puis finalement, il arrive puis il a gagné encore plus de poids. Puis là, le réalisateur ne sait pas exactement comment finir son film. Selon ce que je pense Amélius avait écrit, ça devait être une grosse scène épique de l'armée de Kurtz et de nos soldats qui devaient se battre à la toute fin. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, on a probablement aussi que M. Coppola aussi, avec le portefeuille, que là, il est en train là, de mettre son argent, là, il est en train de courir à sec là-dedans, qu'il est en train là, de mettre sa maison en gage. Il est en train de prendre ses profits qu'il a fait sur le Parrain 2. Dans le fond, là, il commençait là, à avoir peut-être là, à miser très gros là, sur l'avenir là, sur son avenir, tout simplement. Là, que dans le fond, si ça floppait, il pouvait tout perdre. Fait que peut-être aussi qu'il s'est dit on va essayer d'atténuer là, pour la fin, puis que ça soit juste des acteurs, puis que on va pas y aller dans le côté grandiose, que je pense que c'est une bonne affaire à quelque part. On n'a pas besoin de partir. On a vu tellement des grosses destructions, on a vu des grosses scènes, fait que on peut partir là, dans 2 opposés différentes. On peut arriver puis mettre tout encore plus d'explosions, on peut devenir Rambo 3 ou Rambo 4 à la toute fin, ou on peut y aller vraiment simpliste. Puis je pense qu'on a vraiment choisi là, la meilleure affaire là, pour terminer là, la finale du film, où ce qu'on rencontre là, le personnage de Kurtz. Ça devient beaucoup stylisé, parce que dans le fond on le voit quasiment jamais en bout de ligne. On le voit tout le temps là, par petites sections. Des fois on voit ses yeux, des fois on voit juste sa bouche, on voit juste son front.
On le garde tout le temps dans l'ombre. En tout cas, je veux dire, il a été payé 3 millions, je crois, là, pour apparaître là, dans ces scènes-là. En bout de ligne, il va rester assis tout le long. Puis même dans les 3 semaines que Brando était engagé pour filmer, honnêtement, je comprends même pas comment que ça a pris 3 semaines pour tout filmer ça en bout de ligne, là, en se disant les vraies choses. Je pense qu'il y a juste une scène qui n'est pas là, dans son temple, que finalement il est maquillé là, tout en camouflage pour finalement là, laisser là, la tête à chef sur les jambes là, de Willard. Je pense que c'est la seule scène où qui n'est pas dans son temple. Puis je pense que la première semaine qu'il a filmé, ben il n'y avait pas les cheveux coupés. Il faisait dans le fond, on s'en allait dans une direction, mais éventuellement, ben M. Brando il s'est levé un peu, puis il a décidé de faire quelque chose. Il a décidé de lire le livre là, de Hearts of Darkness pour un peu comprendre un peu comment que le personnage était à la toute fin du livre, puis il a décidé d'embarquer, puis il a décidé de couper ses cheveux. Le réalisateur était tout content. À quelque part, je pense qu'il voulait pas froisser M. Brando, parce que M. Brando était un petit peu là, très très difficile à travailler avec déjà là, fait que je pense qu'il voulait pas être sûr qu'au moins qu'il se sauve pas là, du plateau de tournage, fait que là il y avait comme 2 semaines à filmer le restant. Il y a des scènes là-dedans comme quand on voit Kurtz dans l'entrée là, du temple, c'est pas lui qui est là, c'est quelqu'un d'autre qui est à cet endroit-là. À quelque part ben ça c'est à quelque part parce qu'il est un petit peu gêné là, du surpoids qu'il a pris là, depuis la dernière fois qu'il l'a vu. Mais honnêtement, là, toute la rencontre, là, ça change la dynamique du film, mais je trouve que ça valait l'attente. Pendant tout le film, on a Willard qui parle de Kurtz, qu'est-ce qu'il est. On voit quand même des photos là, de Marlon Brando, là, mais dans le fond, là, que tout après ça devient juste le film à Marlon Brando. Puis c'est phénoménal. Honnêtement, là, la fin, là, c'est la manière c'est fait. Puis tout embarqué là, dans tous les discours qui ont été écrits là, qui sortent là, de la bouche à M. Brando. Il y a beaucoup de choses qui ont été que dans le fond, c'est M. Brando qui a sorti là, de sa tête. Ça a l'air qu'il est parti avec un monologue une bonne fois là, de 20 minutes, puis il disait juste n'importe quoi. Puis après 20 minutes, il se retourne de bord, il dit au réalisateur, il dit bon ben là, ben moi j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Si mettons il n'y a pas quelque chose que tu peux prendre là, dans le 20 minutes, là, ben tu sais, moi je pars, je suis pas le bon acteur là, pour ton film. Tu sais, on peut dire n'importe quoi de M. Brando, comme que j'ai dit tantôt, dans le fond, là, qui était il était très exigeant, mais honnêtement, il est phénoménal là, dans le film d'aujourd'hui là, qu'est-ce qu'il a apporté, dans le fond c'est lui la tête d'affiche dans tout le film qui apparaît pour peut-être dans tous les morceaux coupés là, on parle de peut-être 12 minutes là. Je pense que c'est encore plus court que qu'est-ce qu'il y a là, dans le film là, de Superman 78 là, où c'est très similaire, puis je veux dire ça a vraiment une grosse importance là, un très gros impact dans le film. Je pense qu'on avait demandé à Gene Hackman avant là, qu'on aille Marlon Brando là, pour faire le rôle de Kurtz. Je suis pas mal sûr que ça aurait été quelque chose là, de carrément différent. J'enlève rien à Gene Hackman, mais dans tout ça, je pense qu'on a tout bien choisi là, dans le film aujourd'hui. Je trouve ça plate un petit peu d'un côté là, pour le personnage de chef, que lui en bout de ligne,
ligne, ben, il va être tué hors caméra. Il va appeler une radio pour, dans le fond, appeler des secours pour qu'il fasse une attaque aérienne. Puis, dans le fond, il n'y aura pas de suite à ça. Je trouve ça un petit peu étrange, quelque part. En bout de ligne, on peut supposer que quand il a commencé à appeler là, pour l'attaque aérienne, ben, finalement, il y a quelqu'un qui est apparu en arrière de lui puis qui l'ont ramassé. Fait que, tu sais, dans le fond, le personnage là, de Willard, lui, il est gardé en vie pour, dans le fond, essayer de comme excuser quasiment là, le déroulement là, de comment que Kurtz a agi. Ben, je dis excuser, c'est juste un peu pour que les gens comprennent un peu comment il a été. Puis, tu sais, dans le fond, qu'ils puissent arriver aussi, puis aller parler là, à la famille, à Kurtz, puis que, dans le fond, il sait bien que l'armée américaine va tout déformer cette histoire-là, que, finalement, ben, tu sais, il peut aller voir sa famille, puis dire comment que c'est, ben, dans sa tête à lui, comment que tout le déroulement, ça se passe, dans le fond, là, sur un chantier de guerre. Mais bien sûr, c'est ça. Il a perdu la tête. Il est complètement déconnecté. Puis c'est ça, quelque part. En tout cas, fait que là, en bout de ligne, là, il reste juste Lance qui est encore vivant, mais que lui, il y a comme toute une tribu qui est embarquée. Là, il y a comme un culte là, rendu là. Puis eux autres, ils vont faire une cérémonie là, ils vont juste comme abattre. C'est un genre là, de taureau. Ça, j'aime pas ça. Honnêtement, là, savoir là, qu'ils ont vraiment là, tué un animal. Oui, supposément que la tribu, là, tous les gens qui ont engagé là, pour cette scène-là, c'était un rituel qu'ils faisaient, puis que dans le fond, ils ont jumelé ça avec la mort à Kurtz. Mais honnêtement, j'aurais aimé ça qu'on coupe, là, savoir là, voir un animal là, se faire tuer facilement de même. Ils ont bien beau le manger après ou faire n'importe quoi. Honnêtement, ça me dégoûte un petit peu. J'aime pas vraiment ça. Il y a comme une image là, avec comme la lame là, qui a comme rentré dans le cou, puis on voit bien de la chair, tout ça. Je veux dire, j'ai pas besoin de ça. Je veux dire, j'ai choisi de ne pas être bouché dans ma vie. Il y a des raisons en tant que tel. Je suis pas végétarien, mais je veux dire, c'est le genre d'affaire que ça m'intéresse pas vraiment à voir. Il y a des petites séquences qu'on aurait pu couper. On peut mettre l'animal à terre, mais on n'a pas besoin de montrer là, qu'il s'est fait sectionner carrément là, au bas du cou. Là. Je trouve que c'était un petit peu trop là, juste cette séquence-là. Puis quelque part, on peut juste montrer le monde en train là, d'attaquer, d'abattre l'animal. Puis on n'a pas besoin de voir l'animal en tant que tel. On a laissé ça parce que là, d'un côté, le film a été filmé en dehors du territoire américain. Fait que il pouvait laisser ça. Puis en tout cas, c'est en tout cas, je tripe vraiment pas là, sur cette partie-là là, de la fin. Je vois, c'est parce que en juxtaposition là-dessus, on a la mort de Kurtz. Puis il n'y a pas de combat là. Je veux dire, à quelque part, Kurtz, lui, en bout de ligne, il sait qu'il peut pas vraiment résister. Peut-être qu'il est en surpoids ou quelque chose en même. Là, je dis ça en toute légèreté, là, puis sans méchanceté. Mais c'est ça, à quelque part, il n'y a pas d'attaque. Bien, quelque part, il y aurait peut-être pu au moins faire quelque chose, supposément qu'il est tout décoré, tout ça, il est capable de se défendre. Mais, puis au pire, avoir un cascadeur ou avoir quelqu'un là, qui le double, comme quand on le voyait là, dans la porte, que cette personne-là se batte contre Willard là, pour quelques secondes, au moins, le voir qu'il s'est un peu défendu. Mais c'est ça, à quelque part, il y a le personnage de Hopper qui nous dit un peu que lui, il suspecte que, dans le fond, Kurtz, il veut
veut en finir. Il est tanné de tout ça. Il y a un certain côté lucide un peu dans sa tête qui est quand même capable de comprendre qu'il est allé trop loin. Mais c'est ça, tu sais, c'est tout dans la performance de Brando, dans le fond, là, qu'on comprend tout un peu le personnage, même s'il est allé trop loin. Que, tu sais, puis ça revient un peu au personnage de Willard, que il est allé à la guerre au tout début, là, tu sais, en bout de ligne, que, tu sais, de revenir de ça, c'est comme un peu impossible, qu'en bout de ligne, lui, il est en train là, de se saouler à mort, ben, l'autre, il est juste pas capable de peut-être revenir puis se saouler à mort. Tu sais, c'est un peu ça aussi, là. Tu sais, il y a quand même un peu un parallèle avec les deux personnages. Il y en a un qui est capable de en guillemets, l'accepter. Puis l'autre, il l'accepte, mais tu sais, en partant là, carrément là, dans une direction, là, en perdant la tête carrément ou en bloquant ses émotions. Puis, tu sais, je dis, c'est une autre manière de le faire objectivement en regardant ça, là, vraiment, là, du côté objectif. C'est une autre manière de regarder ça. C'est juste que, tu sais, c'est faire ce qui fait là, qu'on est tous des humains, là. Alors, le film finit pas mal là, quelque part. T'sais, il va sortir là, du temple. Puis, dans le fond, il regarde ça comme une fin là, que, dans le fond, Willard tue le roi, puis il fait comme prendre le rôle du roi. Mais, lui, il va laisser tomber son arme. Un peu pour montrer que la guerre est finie. Puis, dans le fond, il n'y a pas besoin de tout le temps avoir un genre de tyran là, sur eux autres. En bout de ligne, ben, ils peuvent être libérés. Puis on suppose qu'eux autres vont partir, il va partir avec Lance, puis dans le fond, la mission est terminée. Honnêtement, je me dis quand même pourquoi est-ce qu'on a le colonel Colby qu'on a vu un peu plus tôt, qui est joué là, par Scott Glenn. Pourquoi qu'on l'a vu, pourquoi qu'on l'a introduit, ça sert absolument à rien. Je pensais à quelque part qu'il allait peut-être arriver, puis tuer le personnage là, de Willard, ou qu'on aurait pu avoir un combat avec Scott Glenn puis Willard, là, que les deux auraient pu se battre au lieu de que ce soit le Kurtz, puisque en tout cas comme je dis là, je dis rien de machin, mais à cause que peut-être qu'il était pas assez en forme là, pour se battre vraiment, on aurait pu faire ça, mais c'est ça, c'est pas le but du film à quelque part. Je pense qu'on veut juste nous faire passer là, juste un genre d'idée là, de qu'est-ce que les ravages là, de la guerre du Vietnam a fait là, aux soldats. Là. Ou, comme je dis, peut-être qu'il aurait pu arriver, puis juste arriver de nulle part, que M. Colby arrive, puis il fait juste arriver de nulle part, puis je pensais que c'est ça qui allait arriver. Tu sais, de mémoire, je me disais, me semble que Willard survit à la toute fin, mais peut-être que je me rappelle pas, tu sais, c'est tellement loin, qu'il va sortir de la foule, puis qu'il va poignarder carrément Willard, puis que finalement, ben, il va rester juste Lance à la toute fin, que lui va partir en bateau. En tout cas, je me dis, je sais pas si ça aurait été une bonne fin, là, rendu là, mais tu sais, je pense pas que ça aurait été bon à qu'est-ce qu'on veut dire dans le film, quelque part. T'sais, je veux dire, on fait tout, mais en même temps, ben, on se fait tuer de n'importe quand. Ça aurait pu même marcher dans tous les sens. Là, il fait sa mission, mais en bout de ligne, ben, il se fait poignarder dans le dos, n'importe quoi. Là. C'est juste que je pose vraiment la question de ça sert à quoi là, d'avoir le colonel Colby là-dedans. Alors, en conclusion, ben, c'est un film qui est très solide. Je veux dire, il y a quelques scènes qui auraient pu être coupées, là, surtout, comme je dis, là, quand il arrête au pont là, de Do Long, là, cette scène-là n'a pas vraiment de rapport. En plus, il fait noir, on a un peu de misère à comprendre ce qui se passe là-dedans. C'est pas très long, là, c'est peut-être 5 minutes. Là, c'est peut-être l'arrêt qu'ils vont faire qui est le moins long. Puis ça donne pas grand chose. Quand il arrête aussi là, pour les filles de Playboy, ça sert
pas à grand-chose non plus, mais c'est ça, tu sais, ça rajoute tout au trip du film. Tu sais, je veux dire, c'est un monde qui est comme un peu... ben, tu sais, j'ai pas vécu la guerre du Vietnam, puis, tu sais, d'après ce que je peux entendre, il y a des choses vraiment étranges qui s'est passées pendant cette guerre-là. Fait que je sais pas s'il y a des choses qui sont vraiment comme pris ou inspirées là, de choses réelles. Je peux pas vraiment confirmer ça, mais, tu sais, à quelque part, je serais pas surpris là, qu'il y a des choses là, qui soient peut-être pas à 100% dans la réalité, mais qui soient très là, probables. Ce qui est, tu sais, comme j'ai dit, là, le taureau qui se fait tuer à la fin, je ne tripe pas là-dessus. Mais à part de ça, tu sais, je veux dire, il y a juste vraiment, là, quasiment juste du positif à dire sur le film. Là. Brando, là, sa performance, qu'est-ce qu'il a apporté à la toute fin. Comme on construit, puis j'ai juste tombé avec le face-à-face ultime à la toute fin. Je veux dire, c'est vraiment tout qu'on a construit. Puis je pense qu'on n'aurait pas pu faire ça si on aurait raccourci le film comme j'arrête pas de dire en dedans de 2 heures. Je pense pas qu'on aurait eu le même impact. Je pense que c'était toute la construction de faire le film pour en arriver là. Je trouve que on arrive à la toute fin puis le payoff est phénoménal. Honnêtement là, je trouve que c'est vraiment une des meilleures fins là, une des meilleures fins. Je veux dire ça je veux dire je suis captivé. Oui, il y a 3 versions au film. Peut-être que la Redux est un petit peu trop longue, mais tu sais, je regardais quand même vos commentaires, là, puis Olivier Simard, là, dans le fond, qui est son film aujourd'hui, dit que c'est la version en guillemets définitive, puis endossée par Coppola pour faire le film. Ben, tu sais, c'est sûr qu'en tant que tel, c'est sa dernière vision du film. C'est sûr qu'il va endosser la version d'aujourd'hui, puis s'il a refait une autre version là, dans 15 ans de ça, ben au 50e anniversaire, ben tu sais, il va encore endosser cette version-là. Tu sais, je veux dire, en tant que tel, c'est tout le temps ça un peu, ils sont toujours en train d'endosser la version récente, puis après ça, ben tu sais, il parle de l'autre version, puis il dit, ben c'était pas vraiment la vraie version que je voulais faire, tout ça. Tu sais, en tout cas, fait que il y a toujours de la contradiction. Mais en tant que tel, je suis d'accord que la version Final Cut, elle a un peu du Redux. Puis c'est dans le fond, c'est un agrandissement là, de la version théâtrale qui est peut-être, comme j'ai dit, là, le campement là, où ce qui arrête chez les Français. Là, je pense que c'est quasiment essentiel, dans le fond, pour garder un peu la cadence du film, puis ça fait que dans le fond ça tombe être supérieur à la version théâtrale là. Les visuels, c'est quasiment contradictoire ce que je dois dire. Le sens de la réalité qui n'a pas de sens, j'aime bien ça, honnêtement aussi. Là, avec Robert Duval là, qui est là, en train d'envoyer du monde en train de faire du surf. Toutes ces idées farfelues-là qui arrivent, je veux dire, j'embarque dans l'atmosphère qu'on fait. C'est comme il y a toujours quelque chose pour nous garder captivés que 3 heures, c'est sûr que j'ai eu de la misère à tout le temps masser, puis je veux dire, pendant 3 heures devant le film, il y a toujours quelque chose qui se passe au travers de ça. Mais quand je rembarque dans le film de suite, je suis captivé. C'est pas quelque chose là, que c'est parce que c'est juste que c'est long, que c'est bien difficile là, de rester pendant 3 heures devant le film. Mais j'ai pas d'emmerdement. Je veux dire, j'embarque là, à tous les moments là, dans ce film-là. Fait que tu sais, c'est un verre là, très très puissant là, pour le film d'aujourd'hui. Alors, dans le temps, le film a été reçu plus ou moins bien, là, dans le fond, pas plus nécessairement dans le moins ou dans le négatif, là, mais les critiques étaient pas mal là, mixtes. Mais finalement, c'est ça. Éventuellement, là, c'est devenu là, le film culte là, que c'est. Mais pour un film là, qui a coûté là, un peu plus de 30 millions à faire, il est quand même rentré là, dans son argent. Puis, dans le fond, M. Coppola a pu garder sa maison, puis son profit qu'il a fait là, de son film précédent. Là.
Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on va parler là, du film Apocalypto, réalisé par Mel Gibson, qui est un film là, des débuts là, des années 2000, d'après ce que je peux comprendre, il n'y a pas de version française, pas de version anglaise, mais qui était entièrement filmé là, en maillant. En tout cas, ça va être quand même assez spécial à faire, de parler de ça. Entre-temps, ben, n'hésitez pas à suivre Premier Visionnement sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Commentez sur le podcast d'aujourd'hui si vous êtes d'accord avec moi. Si, mettons, pour vous, il y a quelque chose qui marche pas, peut-être que pour vous, là, Brando, c'était pas le meilleur bout du film. Je veux dire, en tant que tel, je suis pas en train de dire que c'est nécessairement tout le temps le meilleur bout, mais je veux dire, c'est tout le chemin pour s'y rendre et finalement, ben, pour finir avec ça, je trouve que, je veux dire, c'est tout le temps de mieux en mieux. N'hésitez pas à en commenter là, sur les réseaux sociaux, Facebook et ou Twitter, ou repartager même la publication sur votre feed ou à un endroit que vous pensez qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés à écouter le podcast. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, ressentez cette odeur de gaz. C'est l'odeur de la victoire. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. En espérant vous voir au prochain épisode. I would want someone to go to my home and tell my son everything. Because there's nothing that I detest more than lies. And if you understand me, Lord, you will do this for me.